Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Vous êtes spécialiste des relations internationales, professeur des universités à Sciences Po. Vous publiez L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale. Alors, les grands hégémones, que sont les États-Unis par exemple, sont contestés et renaissent dans ce monde multipolaire des nationalismes. Alors, vous, notamment celui des États-Unis, mais vous faites une typologie très intéressante sur ces néo-nationalismes. Il y a des néo-nationalismes, vous dites, de repli dans votre livre, d'affirmation, de revanche, des nationalismes séparatistes qu'on voit arriver avec beaucoup de régionalisme qui se réveille. Comment est-ce que vous analysez cette espèce de kaléidoscope des mouvements nationalistes dans un monde multipolaire ? Alors d'abord un tout petit peu d'histoire. Nationalisme parle à une séquence bien précise de notre histoire européenne qu'est le 19e siècle. On pourrait dire l'extrême fin du 18e, avec la Révolution française, mais le mot n'existait pas encore comme tel, mais surtout le 19e siècle. Et à ce moment-là, nationalisme renvoie à l'idée d'émancipation. C'est-à-dire émancipation de l'absolutisme, c'est-à-dire la nation qui devient souveraine face au prince qui n'est plus le prince absolu, émancipation à l'égard des empires. Il ne faut pas oublier que l'Europe était au XIXe siècle encore dominée par des empires. Vous allez avoir tout un tas de nationalités, comme on disait à l'époque, qui vont chercher à s'affranchir de l'empire ottoman, de l'empire austro-hongrois, de l'empire russe. Donc ça bouge beaucoup de ce point de vue. Et puis un peu plus tard, en décalé, émancipation des tutelles coloniales. Le mouvement nationaliste anticolonialiste, finalement, a commencé dès le début du XXe siècle. 1900, c'est la date où se tient le premier congrès panafricain à Londres, et c'est le début de l'histoire de ce lent processus de décolonisation en Afrique. Aujourd'hui, le nationalisme a changé de tonalité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit très vite, même intuitivement, que nationalisme aujourd'hui veut dire quelque chose d'un petit peu différent, de conservateur, voire de réactionnaire. Pourquoi ? Parce que le nationalisme aujourd'hui a une toute autre signification qui est réactive. Qui est réactive face à quoi ? Face à beaucoup de choses. Et c'est en cela que les nationalismes sont très diversifiés dans notre monde actuel. Pour ce qui nous concerne, nous, ici en Europe, c'est d'abord réactif à la mondialisation. Il faut voir que la mondialisation est venu balayer, bousculer ce qui était le dogme implicite de notre vision internationale, à savoir que l'Europe était au centre du monde, voire était le monde. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire d'illusions, le système international jusqu'aux deux grandes guerres mondiales, c'était un système international uniquement européen. Même les États-Unis n'étaient pas pressés d'entrer dans ce système international. Donc on était vraiment enrobés par notre identité de puissance coloniale au centre du monde, un monde hiérarchisé, donc un monde qui tournait à notre profit dans tous les sens du terme profit. À partir du moment où sont intervenues et la décolonisation et la mondialisation, on a senti l'histoire tourner et on a eu peur d'être dépossédé de ce rayonnement international que nous donnait la colonisation et d'être dépossédé de notre centralité dans le monde, la mondialisation faisant apparaître des puissances émergentes qui étaient capables de nous disputer tout, c'est-à-dire notre prééminence économique, commerciale, financière, mais aussi culturelle, politique, militaire, tout était bousculé. Donc le nationalisme que l'on voit naître et s'installer maintenant en Europe, c'est un néo-nationalisme de protection. C'est-à-dire, on a peur, on rentre chez soi, on ferme les portes, on ferme les volets, on ferme les fenêtres, on se verrouille chez soi, ce qui donne notamment une espèce de double protectionnisme sur le plan commercial, mais aussi sur le plan démographique, dans cette grande peur de l'immigration qui domine nos sociétés. Ça, c'est un premier type. Et c'est un type solide, parce que non seulement il crée des entreprises politiques qui vont directement dans ce sens, qui sont généralement des formations de droite extrême, pour pas dire d'extrême droite, mais il touche à peu près toutes les formations. C'est-à-dire, si vous regardez l'échiquier partisan français, tout le monde, la droite classique, la République en marche, le Parti socialiste lui-même, se trouve touché par ces arguments anti-migratoires, protectionnistes, etc. Il y a concurremment d'autres formes de nationalisme qui viennent à éclore dans le monde. Vous avez d'abord ces nationalismes d'affirmation
qui sont tout à fait différents, qui sont en quelque sorte dans la suite du processus de décolonisation. On a été dominé pendant des décennies, voire des siècles, et maintenant que nous sommes émancipés, nous devons parfaire notre émancipation et montrer qu'on existe, et qu'on a des droits à peu près équivalents à ceux des vieilles puissances. Ça, c'est un phénomène que vous retrouvez alors, en Chine, notamment, très clairement, parce que la Chine a une lecture extrêmement forte et précise des humiliations subies, de la guerre de l'opium jusqu'à ce grand déchirement qui a marqué la première moitié du XXe siècle chinois, et donc a besoin de s'affirmer comme étant une puissance égale des grandes puissances qui autrefois dominaient le monde. Ce nationalisme d'affirmation, et c'est ça qui est intéressant, n'est pas un nationalisme de repli. C'est un nationalisme, au contraire, de rayonnement. Et même de revanche pour la Chine. Ou pour la Russie, peut-être. Alors, voilà, vous avez raison de dire que la Chine a les ressources qui lui permettent d'aller au-delà de l'affirmation jusqu'à la revanche, prendre notre revanche. Mais le dénominateur commun reste le même, c'est-à-dire on est nationaliste, on s'affirme, mais on n'a pas peur de la mondialisation. C'est la grande différence par rapport au nationalisme de repli tel qu'on le voit en Europe, où on a peur de la mondialisation. Là, au contraire, on a le sentiment, à juste titre d'ailleurs, que la mondialisation peut servir à cette affirmation, puis ensuite, si tout se passe bien, à cette revanche. Et il y a effectivement une dimension chez les plus puissants des émergents et les plus puissants des décolonisés, il y a cette volonté de prendre une revanche. Alors, je dis les plus puissants des émergents ou des décolonisés, mais à juste titre, vous ajoutez le cas de la Russie. La Russie, qui succède à l'URSS, l'une des deux superpuissances, donc on ne peut pas dire qu'elle était du côté des colonisés, mais humiliée à la fin de la guerre froide, enfin de la bipolarité, marginalisée dans les années 90, et qui maintenant affirme un nationalisme qui est un nationalisme de revanche, c'est-à-dire la puissance russe n'est pas morte, et on va vous le montrer, mais ce qui est intéressant, c'est que ce nationalisme de revanche devient une sorte de nationalisme consensuel. Monsieur Poutine n'est pas un homme très aimable quand on le regarde et quand on l'écoute, mais il tire une part d'une légitimité qui aujourd'hui est plutôt en régression en Russie. Mais l'essentiel de ce qu'il a gagné en légitimité, c'est en se tournant vers le peuple russe en disant « je vais restaurer votre gloire ancienne, vous allez retourner dans le monde ». C'est donc un nationalisme d'affirmation et un nationalisme de revanche aussi. Alors, à la fin de votre livre sur l'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale, vous ouvrez sur la stratégie de la Chine et vous dites finalement elle est peut-être en train d'inventer une nouvelle forme post-hégémonique, une nouvelle forme d'hégémonie, mais qui n'a pas les caractéristiques classiques de l'hégémonie. Alors, de quelle façon d'abord, et est-ce qu'elle va y arriver selon vous ? Alors, pour moi, faisant un petit peu de ménage conceptuel à faveur de ce livre, c'est une nouvelle forme de domination, c'est pas une nouvelle forme d'hégémonie. C'est justement, c'est-à-dire, ne soyons pas naïfs. Il est clair que le projet chinois est un projet de domination, comme tout acteur qui accumule de la puissance. Vous savez, à un certain niveau d'accumulation de la puissance, vous avez, je dirais même, l'instinct de domination. Je dis l'instinct parce que c'est quelque chose de naturel. Je ne connais pas dans l'histoire de ces acteurs, de ces États, de ces royaumes ou de ces empires qui aient accumulé beaucoup de ressources de puissance, disant, bon, on va vivre avec ça et sans s'intéresser aux autres. Ça n'existe pas. Donc, il y a une stratégie de domination. L'erreur que l'on fait notamment en Occident, c'est de juger de cette future ou de cette progressive domination chinoise à l'aune du modèle hégémonique. Pourquoi ? Pour deux raisons. L'une qui n'est pas très forte, l'autre qui l'est beaucoup plus. Celle qui n'est pas très forte ni très crédible, c'est le discours chinois qui consiste à dire, écoutez, nous avons eu à souffrir de votre hégémonie, donc nous ne voulons pas la reproduire contre vous. Ça part peut-être de bonnes intentions, c'est pas suffisamment crédible en soi. La deuxième est beaucoup plus astucieuse. C'est un discours récurrent chez les dirigeants chinois depuis ce très grand homme qui a été Zhou Enlai. Et Zhou Enlai, dès le début, c'est-à-dire Bandung, c'est avril 55, donc dès les années 54-55, c'est-à-dire
La République populaire de Chine n'avait alors que 5 ans ou 6 ans. Zhou Enlai nous dit « Nous avons intérêt à rejoindre les Afro-Asiatiques », on ne parlait pas de Sud à l'époque, mais l'afro-asiatisme, davantage que de coller aux puissances européennes. Et ce choix stratégique, il l'a justifié à plusieurs moments, en disant notamment que finalement l'hégémonie, ce n'est pas une pratique très rationnelle. Je crois que c'est les dirigeants chinois qui, le premier, ont fait cet aveu qui me paraît de bon sens. Je vais prendre une image qui n'était pas celle de Zhou Enlai, bien entendu. Et avec l'hégémonie, ce serait le contraire du loto. C'est-à-dire, ça coûte très cher, mais ça ne rapporte pas gros. Et ça, c'est quelque chose qu'un homme comme Zhou Enlai n'a cessé de répéter en observant notamment les malheurs des États-Unis au Vietnam. Disant, mais finalement, qu'est-ce que les États-Unis ont gagné de l'hégémonie ? Quand je disais, par exemple, que la guerre d'Irak a coûté extrêmement cher, 1000 milliards de dollars peut-être, aux États-Unis, on n'a pas rapporté grand-chose, je dirais même on rapportait le contraire de bienfaits et de bénéfices, c'est la même histoire dramatique qui continue. Et sincèrement, les dirigeants chinois n'ont pas envie de se lancer dans une forme d'hégémonie dont la principale faiblesse à leurs yeux, c'est de rendre solidaire la domination économique, la domination politique et la domination militaire. C'est-à-dire que ce qui intéresse fondamentalement les Chinois, c'est la domination économique. D'abord parce qu'ils en ont besoin. C'est ce que j'appellerais même la dictature du besoin. Les Chinois n'ont pas le choix. C'est-à-dire ils ont besoin de 2,5 fois leur surface cultivable pour pouvoir nourrir leur population. Ils ont besoin de 15 millions de barils de pétrole par jour, ce qui est absolument énorme. Donc les Chinois ont besoin de contrôler les grands circuits, les grandes sources et les grands circuits de ravitaillement alimentaire ou énergétique du monde. Donc cette domination économique, elle est presque mécanique pour un stratège chinois. Mais ils disent deux choses auxquelles il faut être très attentif. Ils disent, et là je vais vous donner l'exemple d'une conversation que j'ai eue avec un collègue chinois de l'université de Tsinghua, qui me dit, la différence entre toi et moi, c'est que toi tu crois en Dieu, moi je ne crois pas en Dieu. C'est-à-dire que toi tu as un besoin irrépressible d'universaliser ton modèle de gouvernement, ton modèle de cité, alors que moi ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à siniser le monde. Tu n'es pas chinois, tant pis pour toi, ça aurait été mieux si tu l'étais, mais pour moi ça ne change rien. Alors qu'au contraire, il y a à la base de ce projet hégémonique occidental, qui a échoué, il ne faut pas l'oublier, à la base de ce projet hégémonique occidental, il y a cette vision messianique du monde, c'est-à-dire évangéliser le monde. On n'est pas les seuls dans le monde. Je veux dire, le monde de l'islam a le même réflexe d'universalisation, de faire l'autre à son image. Et si l'autre ne veut pas être à son image, eh bien, on l'asservit. Le modèle chinois, c'est pas ça. C'est-à-dire, on peut coexister des formes différentes, faire coexister des formes différentes de gouvernement. À partir du moment où on y trouve nos intérêts sur le plan économique, c'est très bien. Et l'autre point, qui est de pur bon sens, c'est de dire, surtout, ne nous mêlons pas des conflits des autres. Vous ne voyez pas aujourd'hui l'armée chinoise intervenir sur un champ de bataille qui lui est extérieur. Alors que nous avons un réflexe coupable dans notre monde européen et je dirais même occidental. Dès qu'il y a une guerre, le lendemain on publie un communiqué pour appeler les combattants à la retenue, cette formule quand même assez étrange, et le surlendemain, on commence à s'occuper de ce conflit jusqu'à y envoyer des troupes très rapidement. Ça, c'est pas du tout la méthode chinoise. Alors, du coup, ça va être une domination économique qui peut être forte, qui va avoir son prolongement naturel, parce que dominer économiquement, c'est se lancer dans une bataille des normes, c'est-à-dire forger les normes internationales en matière commerciale, en matière tout simplement de standardisation, en fonction de ses propres intérêts, de ses propres besoins. Donc on va au-delà de ce qu'est une domination économique classique, mais surtout pas de domination militaire, surtout pas de domination institutionnelle. Il y a quand même une grande interrogation. Il y en a même deux. La première interrogation, c'est qu'il y a un endroit, un espace dans lequel la Chine ne peut pas faire exception aux rêves hégémoniques qui sont très vite des cauchemars hégémoniques, c'est l'espace régional. Si la Chine veut survivre, il faut qu'elle s'impose comme puissance régionale en Asie orientale.
Là, elle fait comme les autres, elle fait comme les copains, je dirais. Et elle fait comme ceux qu'elle avait critiqués hier, et qu'à voir tout ce qui se passe en mer de Chine ou dans les États immédiatement voisins de la Chine. Est-ce que ça va s'élargir à mesure que la Chine va dominer? C'est une première interrogation. Deuxième interrogation, c'est qu'on voit bien que la Chine augmente ses dépenses militaires. Elle est maintenant la deuxième puissance dépensière en matière militaire, loin derrière les États-Unis, mais quand même derrière les États-Unis, juste derrière les États-Unis, et elle commence à déployer des bases militaires un petit peu partout dans le monde, à Djibouti, etc., notamment dans l'océan Indien. Alors elle dit que c'est pour protéger ces circuits commerciaux, ce qui est crédible. Mais est-ce que ceci ne va pas créer un engrenage de banalisation de ces formes de domination en hégémonie qui ressemblent à celles que nous exercions autrefois? Et est-ce que la Chine ne va pas être du coup victime du piège hégémonique, c'est-à-dire s'apercevoir que tout ça ne peut pas s'accomplir? Eh bien, vous m'invitez dans 20 ans pour en reparler. Eh bien, avec grand plaisir, et vous posez cette question de façon très très intéressante dans l'hégémonie contestée, un livre dans lequel il y aurait énormément d'autres choses à dire. Nous n'aurions pas le temps malheureusement. Je vous invite donc à le lire. Merci beaucoup Bertrand Badi. Merci à vous.